Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. La télévision ainsi qu'une génération de chanteuses et de chanteurs vous doit beaucoup. Et vous gagnez encore plus à être connu. Votre réalité aujourd'hui, c'est à la radio. C'est Sud Radio exactement. Et cette réalité, nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Jacques, je suis ravie d'être avec vous et interviewée par vous. Déjà parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Je crois que vous m'avez vue toute petite. Oui. Et puis parce qu'on a le temps de parler. Et ça, c'est un luxe dans ce monde de fous. Voilà, alors on a le temps de parler à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée qui vous concerne, Alexia Laroche-Joubert, c'est le 10 septembre 1991. C'est votre première télé. Vous avez 12 ans avec votre mère dans une émission de Daniel Bilalian qui a réuni 4 enfants et 3 adultes pour débattre de l'utilité ou non de la présence des parents dans la vie d'un enfant. Alors oui, alors peut-être que les gens ne le savent pas, mais ma mère est journaliste, oui. Elle est grand reporter. Elle est venue dans cette émission. Exactement, elle est grand reporter de guerre, Martine Laroche-Joubert. Et c'est vrai qu'elle me mettait régulièrement à contribution sur un peu tous les sujets. Alors je ne sais pas si j'étais très pertinente à l'époque, mais j'avais fait aussi un sujet encore plus jeune sur les piscines. Oui. Et donc on me voyait nager et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'amour de la télévision. D'ailleurs j'ai une anecdote très drôle. Vous voulez une anecdote ? Oui. Les enfants ont été interdits à la télévision par, je crois que c'était El Kabash, à cause de moi, parce qu'un jour, elle me laisse dans une salle de montage. Je vois des grosses bobines. À l'époque, c'était des bobines de film. Je veux en toucher une parce que je suis très curieuse. La bobine tombe et il s'avère que c'était le sujet d'ouverture du JT, qu'ils n'ont donc jamais pu diffuser puisque la bobine n'était pas rembobinée. Et donc, suite à ça, les enfants étaient interdits. Donc, c'est ça mon premier contact avec la télévision, en fin de compte. Oui, mais ça s'est arrangé depuis. Je me suis un peu renseigné d'où ça vient, Laroche-Joubert, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez. Ça vient du mariage de Jean Laroche avec Marie Joubert en 1807 à la Couronne en Charente. Exactement. En fin de compte, c'est une famille de papetiers. On a toujours été dans la papeterie. Pour ceux qui sont de ma génération, il y avait des cahiers qui s'appelaient les cahiers Oxford. Et ça, c'était fait par ma famille. Et donc, on venait de Charente. Voilà. Alors, vous êtes agité dans la vie, mais calme à l'école parce que vous ne foutez pas grand-chose. C'est plus que ça, c'est que je suis nulle à l'école. Et en fin de compte, j'ai l'impression de beaucoup faire pour être très mauvaise. Donc c'est extrêmement frustrant. Je fais partie des enfants, enfin des adultes même, qui ont été diagnostiqués, en l'occurrence dyslexiques, mais bien trop tard pour faire une scolarité normale et être pris en charge. Et donc j'ai bataillé. Je pense que mon goût du travail est venu du fait que je devais en faire 10 fois plus. Voilà. Alors, en même temps, côté notes en français, je crois que c'est lamentable. Oui, c'était un comble pour une mère qui a préparé l'ENA. Oui. Non, à tel point que quand j'étais petite, ma mère m'avait mis toutes les lettres de l'alphabet devant les yeux dans ma chambre. Donc dès que j'ouvrais les yeux, j'avais A, B, C, D, E. C'était atroce. Alors un autre drame, c'est le contraire de cette chanson. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Cantine d'ailleurs qui est obligatoire depuis Jules Ferry, et la construction et l'aménagement d'un réfectoire dans chaque école, c'est 1936. Et en même temps, la cantine, ça a été un vrai problème pour vous car vous êtes mis en grève, Alexia Laroche-Joubert. Oui, alors c'est mon acte de rébellion. En fin de compte, la cantine était très mauvaise. Je vais citer le lycée, j'étais à Jean-Baptiste C. Oui. Et je décide de faire des affiches avec un chien qui fait Burke devant une gamelle. Je mets ça dans tout le lycée et là, les parents commencent à appeler le directeur, les enfants font des manifestations. En fin de compte, ce truc me dépasse complètement et je vais me retrouver évidemment appelé par les professeurs et viré définitivement de la cantine et maman convoquée parce que j'avais balancé ma mère en disant que c'est elle qui avait fait les photocopies. Résultat, viré. Et des résultats virés et je me suis retrouvée chez les bonnes sœurs et ça a été, j'avoue, merveilleux. Oui, ça a rattrapé le reste. Alors, à l'époque, vous vouliez être policière ou psy, Alexia Laroche-Joubert? Ouais, alors c'est marrant parce que je dis toujours qu'avec Love Story, enfin, quand je voulais faire 3 métiers, je voulais être policière, réalisatrice et psy. Et ben, en enfermant un peu les gens, j'ai fait les 3 puisque je les ai filmés. Non, je voulais vraiment être policier. Alors pas tant pour être du côté de la veuve et l'orphelin, mais plus pour comprendre ce qui se passe quand on passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on commette un acte pénalement répréhensible, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on commette un meurtre ou enfin, voilà, je trouvais ça assez fascinant. Et puis finalement, vous allez faire des études de droit à la Sorbonne sur un sujet qui est alors novateur, c'est la propriété intellectuelle. Oui, alors ça, c'est mon DESS. Alors, je veux dire que pour une cancre, j'ai fait un bac plus 5 contre toute attente. Et vous avez travaillé beaucoup pour lui, que vous étiez paresseuse. Voilà.
Donc c'était quand même quelque chose. Non, j'ai fait la propriété intellectuelle. Je pense que j'étais déjà dans le monde de l'audiovisuel. Ça m'intéressait. Et j'avais tout de suite pris conscience de l'importance de ce qu'on appelle, nous, maintenant, dans notre jargon, les formats. C'est-à-dire la création d'une émission de télévision qui peut voyager à travers le monde. Et puis à l'époque, votre maman faisait de la télévision, mais elle a commencé, ce qu'on ne sait pas forcément, dans les variétés, dans une émission qui s'appelait, une émission de Michel Lancelot, où sa première interview c'était Mort Schumann, je crois. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Maman, en effet, était... parce que quand vous la connaissez, c'est une pure intellectuelle. Oui. Et donc, elle a fait des émissions de variété. Et après être devenue grand reporter de guerre, il faut savoir qu'elle a couvert la Syrie, l'ex-Union soviétique. C'est assez surprenant. Et elle a été virée. Et alors, je pense que je peux raconter l'anecdote, mais on ne la retrouve pas à l'INA. Elle a été virée parce que Jérôme Savary, à l'époque, qui était... il faisait quoi? C'était le Circus. Le Grand Magic Circus. Le Grand oui. Magic Circus. Ils ont baissé leurs pantalons et ont simulé une sodomie en direct. Maman était à l'animation et a trouvé ça complètement normal Oui. et complètement diffusable à une heure de grande écoute. Oui. Et donc, elle a été convoquée, virée sur le champ. Voilà, mais ça ne m'étonne pas de Jérôme Savary qui était capable de tout. Alors, vous avez débuté, je crois, sur Canal Jimmy, et tout en faisant vos études. Vous avez commencé à 16 ans, je crois, Alexia Laroche. Oui, exactement. En fin de compte, ma première fiche de salaire, c'est une femme qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelait Gilliane Gallic. Elle a fait parler d'elle parce que c'est elle qui a mis les images de Mitterrand subliminales dans le générique du JT de 20h de, à l'époque, c'était pas l'ORTF, ça devait être TF1 peut-être Oui, déjà. oui. Et donc, je travaillais pour elle. Et après, j'ai eu la chance de travailler dans les premières... Je pourrais limite dire les télés libres, un peu comme la radio libre, qui était Canal Jimmy, qui étaient des chaînes du câble. Il n'y avait pas encore le satellite. Et c'était... on était un peu les pieds nickelés de la télévision. Mais c'était merveilleux parce que ça a été là où j'ai appris comment faire de la télévision. Oui, et Canal Jimmy, c'est un peu l'ancêtre de Netflix, parce qu'il y avait des séries tout le temps. Et je crois que votre beau-père, Michel Clouz, a créé toutes ces chaînes, y compris les nuls aussi. Alors exactement, il a travaillé sur les nuls, il a créé la chaîne Planète, Oui. qui est une chaîne qui existe toujours, qui diffusait des documentaires, enfin qui diffuse des documentaires. Et la chance que j'ai eue, c'est que, et vous le savez, vous, on en parlait juste avant de démarrer cette émission, Sud Radio était une petite radio il y a 6 ans et maintenant vous êtes une grosse radio. Et nous, on était une toute petite chaîne de télévision et dans toutes les petites chaînes de télévision, on fait tout. On fait tous les métiers. Et ça a été ma chance, c'est que j'ai tout fait. Et je lui dois beaucoup, et je dois beaucoup après au groupe Canal+, en effet. Voilà. Et je crois que vous avez travaillé avec Michel Denisot dans Oui. une émission qui s'appelait Télédimanche, qui n'avait rien à voir avec le Télédimanche de Marcillac. Et puis Marc-Olivier Fogiel, qui débutait. Marc-Olivier Fogiel était le rédacteur en chef de Michel Denisot. Quand Michel décide d'arrêter Télédimanche, c'est Marco qui le remplace. Et il était très jeune, on était très jeune, parce qu'il devait avoir à peine 28 ou 29 ans. Et ça a été très compliqué, parce que maintenant, il s'avère que c'est un de mes très très bons copains, mais il était très dur. Et moi, je venais, comme je vous le disais, d'une école de la liberté audiovisuelle où on était peu regardé et très libre. Et d'un seul coup, j'ai allé dans la rigueur, l'exigence, le travail journalistique. Et j'ai dû me prendre, à mon avis, pour être dans le droit chemin, j'ai dû me prendre une baffe à gauche, une baffe à gauche et une baffe à droite pour me remettre un peu dans le droit chemin. Oui, et puis en même temps, vous êtes fait engueuler un jour pour avoir téléphoné au CSA, à Hervé Bourges. Oui. Alors oui, il y a un moment, on me demande une mission, je l'accomplis sans avoir la notion exactement de la bienséance et de la politique. Et donc j'appelle, en fin de compte c'est pire que ça, j'appelle en effet le CSA en leur disant « Ah mais je suis au courant, vous avez un gros problème en interne, est-ce que vous avez quelque chose, monsieur Bourges, à dire là-dessus ?» Et on m'a dit « Mais comment tu peux faire un truc pareil ?» Donc je me suis fait engueuler. Voilà. Et puis ensuite, vous avez évolué et vous êtes finalement aussi une pionnière des magazines People avec Exclusif. C'était tout à fait nouveau à l'époque sur les chaînes comme TF1. Oui, en fin de compte, ça a été l'adaptation d'un format qui existe toujours, qui s'appelle Entertainment Tonight aux États-Unis sur un des grands networks. Et ça a été une véritable histoire d'amour parce qu'on avait 1 heure d'antenne par jour pour parler à la fois de l'actualité people, mais aussi
à travers l'actualité People, de la culture. Et on parlait des sorties cinéma, des sorties musicales, du théâtre. Et je trouvais que c'était un lieu d'exposition pour les artistes et de communication sur leur spectacle énorme. Et malheureusement, j'ai commis un infanticide puisque j'ai quitté Exclusif pour produire Love Story qui s'est retrouvé en phase d'Exclusif et qui a donc tué Exclusif. Oui, on va en reparler, mais surtout, je crois que Valérie Benaïm et Flavie Flamand ont débuté dans cette émission. Exactement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de travailler avec ces deux femmes dont je suis toujours très proche, qui sont très compétentes. Il y en a une d'ailleurs qui est aussi animatrice radio, Oui. Flavie. Et ça a été... franchement, c'était... Il n'y a pas qu'elle, il y a eu Jenny Godula qui maintenant est aussi en radio, il y a eu Jonathan Lambert, Valérie Damido, Stéphanie Pilonka qui est maintenant une grande réalisatrice de fiction. Non, ça a donné lieu à pas mal, une vraie petite génération de gens maintenant qui travaillent à la fois dans le cinéma et dans la télévision. Et vous aviez des idées petit à petit, vous imposiez vos idées, parce que tout ça est novateur depuis Canal Jimmy, Alexia Laroche-Joubert. Alors, imposer mes idées, je pense que j'ai toujours travaillé sur un esprit collégial. Je pense que je suis un manager plutôt collégial. Donc, on va dire qu'on était tellement dans l'urgence de produire que toutes les idées étaient bonnes. Voilà, et il y en a eu une très bonne, on en parle avec une autre date, le 26 avril 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexia Laroche-Joubert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alexia Laroche-Joubert. Donc on a parlé de vos débuts, et si je vous parle du 26 avril 2001, ça vous dit forcément quelque chose, écoutez. 11 célibataires coupés du monde. Première de Love Story, un Ça me événement. fait quelque chose d'entendre ces... Oh là là, j'en ai les poils qui se dressent. Ouais, ça a été, je pense, un tournant sociétal, un tournant télévisuel, et plus qu'un tournant pour moi, ça a été une histoire d'amour, je peux dire ça comme ça. Et tout est parti, je crois, d'un encart dans un journal. Ouais, alors c'est une histoire. Moi, je produis. Je suis rédactrice en chef. Hein, c'est une femme qui produit Exclusif, et je lis Le Point ou l'Express, je me rappelle plus. Et je vois un petit encart disant un monsieur qui s'appelle John de Mol s'est inspiré d'une expérience foireuse faite par des scientifiques qui avaient voulu vivre en autonomie dans une biosphère, qui s'étaient quasiment entretués, et a décidé de reproduire ça dans une forme de loft. À l'époque, ça s'appelle pas un loft, une sorte de baraquement, et filmer ça. Et je me dis, putain, c'est génial. Et donc, je vais voir mon patron, Stéphane Courby, et je lui dis, écoute, j'ai entendu dire que ce monsieur pourrait racheter la société. Si un jour ce monsieur rachète la société, ça me ferait plaisir de produire ça. Il écoute ça d'une oreille, le monsieur rachète, et là, il va faire le tour de tous les producteurs de Paris et de Navarre. Pour plein de raisons, tous refusent. Et moi, je suis toujours avec mon panneau devant son bureau en disant, moi, je veux le faire. Et puis, à un moment, on a 2 mois et demi de l'antenne. Il se dit, bon, bah, la petite, là, on va lui donner. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais c'est vous, parce que personne ne croyait en Love Story. Non, et moi, je sais pas, ça a été vraiment, quand je dis une histoire, ça a été un coup de foudre. Cet article a été une révélation pour moi, et je pense que ça vient aussi du fait que je sentais qu'il y avait, alors peut-être parce que ça faisait partie de ma génération, un mouvement de fond de la société et la volonté des jeunes de montrer comment ils vivaient. Et que ça faisait écho au début, vous vous rappelez, des petites caméras qu'on mettait sur nos ordinateurs, les webcams. Et en fin de compte, on parlait comme ça. Et je pense que c'était dans cette mouvance-là et que je sentais que ça allait... Je sentais pas que ça allait révolutionner, parce que jamais j'aurais pu imaginer que ça allait déclencher ça. Mais je sentais que c'était dans l'air du temps. Alors, ça fait 2 mois et demi au bureau, jour et nuit, carrément. Ah bah dans le bureau, ouais, puisque j'avais même converti une sorte de placard. Vous savez, les placards où on archive les documents. Oui. On avait enlevé toutes les archives, on avait mis un lit de camp. Et donc je rentrais, j'ouvrais la porte et je sautais sur le lit. Et donc je dormais là-dedans. Et j'ai vécu moi-même dans un loft, en fin de compte. Et ça a tout de suite marché. Alors ça a été, mais nous on a été, ça a marché le lendemain du premier prime. Le premier prime, il y avait tellement peu de public que tous les gens, si vous regardez les images de l'époque, les gens qui applaudissent les lofters sont des gens de nos équipes qu'on balançait dehors en disant mais applaudissez, applaudissez, applaudissez. Et le premier programme est diffusé, et là, le lendemain, les audiences commencent à grimper de jour en jour jusqu'à la fameuse séquence de la piscine. Alors cette séquence de la piscine, effectivement, personne ne l'attendait, elle est devenue culte. Elle est devenue culte, mais moi-même, je ne l'attendais pas. Hein. Tout le monde pense que j'ai toujours été un grand Manitou, mais en fin de compte, je me rappellerai toujours, j'étais dans la régie comme ça, et je regardais, puis à un moment, je comprends qu'il se passe un truc. Et là, j'ai cette phrase merveilleuse qui est de dire « Comment je vais faire pour nettoyer la piscine ?» Cette phrase, quand même, ridicule. Et donc, je dis cette phrase,
Et alors, à ce moment-là, je me dis, mais il y a ces images que je suis en train de regarder sont en train de passer dans un tube qui s'appelle Internet. On m'a dit d'appuyer sur un bouton rouge s'il y avait un problème. Et donc, le temps que ça monte à mon cerveau, que je me dirige vers le bouton rouge, que j'appuie sur le bouton rouge, les images avaient été diffusées sur Internet. Et elles sont devenues cultes. Et Loana, est-ce que vous aviez perçu son potentiel, Alexia Laroche-Joubert? Alors, Loana, on avait perçu, elle était fascinante dans l'absence de mouvement. C'était probablement le casting le plus surprenant qu'on ait eu à faire. On avait une petite astuce pour voir de quel bois étaient faits les candidats. C'est qu'on les laissait seuls un moment dans une pièce avec soi-disant une caméra qui ne tournait pas et en fin de compte elle tournait pour voir ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient occuper ce temps d'attente. Et elle a été complètement statique. Elle bougeait pas, mais elle irradie une forme de puissance. C'est un peu. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Johnny. Et Johnny avait ce côté animal comme ça, où il rentrait dans une pièce et il se passait quelque chose. Loana, c'est la même chose. Ouais. Sauf qu'elle vous avait pas dit qu'elle avait un enfant, une petite fille. Non, ça, elle ne nous l'avait pas dit. Alors, ce qui est dingue, c'est que là, les gens qui m'écoutent, la jeune génération qui m'écoute, ils vont se dire, et alors? Oui. Mais nous, à l'époque, ça a été un tsunami. C'est-à-dire que on avait vraiment dit que tous les candidats ne devaient pas avoir d'enfants, parce qu'il faut savoir qu'ils restaient quand même 10 semaines en dehors de chez eux. Et en fin de compte, quand on a appris ça, c'était comme, je peux pas vous dire, c'était une catastrophe pour nous. Et moi, ce qui a été très compliqué, ça a été la couverture de Paris Match, où l'un des journalistes a dérobé probablement une photo à l'un des membres de la famille de Loana, d'elle avec la petite dans les bras. Et je me suis dit, Loana a décidé de participer à ce programme-là, mais sa petite, elle n'a jamais décidé qu'on parle d'elle. Et donc j'ai eu un vrai problème de conscience là-dessus, et ce qui fait que d'ailleurs j'ai toujours refusé après de filmer des enfants. Et puis, il y a eu cette remontée des Champs-Élysées le soir de la victoire de Loana. Bon, c'était l'équipe de France arrivant après la Coupe du Monde. C'était hallucinant. Mais c'est hallucinant. Et je me mets dans la tête de Loana. Elle sort 10 semaines dans un espace clos où il y a très peu d'interaction avec l'extérieur. Et là, elle remonte les champs avec tout ces... Je me demande, j'en ai pas parlé avec elle, mais qu'est-ce qu'elle a dû se dire à ce moment-là? C'est-à-dire qu'elle rentre, elle n'est personne. Elle sort, elle est une star, mais énorme. Elle fait la montée des marches à Cannes, elle fait plus de couverture que Catherine Deneuve. C'est fascinant. Et ce qui est fascinant aussi, c'est tout ce qu'ont subi vos parents, parce que dans les dîners mondains, le loft n'était pas très apprécié, Alexia Laroche-Joubert. Non, alors je remercie d'ailleurs beaucoup mes parents qui ont été très courageux, parce que je l'ai dit, mais les deux sont des intellectuels, et ils se sont retrouvés dans des dîners en ville où ils se faisaient insulter en disant que j'étais un suppôt du diable, que ce que je faisais était indécent, etc. etc. Et ils sont restés très dignes, ils m'ont défendu avec courage, alors que je ne suis pas sûre. Enfin, si mon père trouvait ça extrêmement novateur. Mon père qui était publicitaire, je pense qu'il avait ce sentiment de l'air du temps, comme souvent les publicitaires. Maman, elle trouvait ça aussi assez original, mais quand même assez loin de son univers. Oui, en même temps, vous avez inventé la télé-réalité, Alexia Laroche-Joubert. Alors, je l'ai adapté, soyons très honnêtes. Mais aujourd'hui, on en parle. À l'époque, c'était un genre qui n'existait pas. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça, d'ailleurs, ça a filtré dans beaucoup de genres télévisuels. Le documentaire se réalise différemment depuis l'arrivée de la télé-réalité. Même les jeux, la manière dont on parle des candidats, la manière dont ils se racontent, tout ça, ça a infusé un peu partout. Puis vous avez inventé le confinement 20 ans avant, finalement. Oui, c'était marrant. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'interviews quand le confinement a démarré en disant que vous êtes la première. J'ai dit, il y a une grosse différence quand même avec mon confinement, enfin le confinement de Love Story, c'est qu'ils avaient décidé de rentrer dans le loft, ce qui n'est pas exactement notre cas à nous. Alors, il y a eu d'autres émissions dont on parle moins, mais qui méritent aussi d'être évoquées, parce que il y a eu une émission qui a fait scandale, La Ferme Célébrité, parce que le ministre de l'Agriculture vous en a voulu. Et puis, il y a eu la compagnie en Guyane. Ça a été un moment très fort aussi. Ah ouais, ça a été... Alors, La Ferme, ça a été l'un de mes programmes préférés. Pourquoi? Parce que j'ai casté des animaux. Moi, je suis très proche des animaux depuis que je suis toute petite. En fin de compte, j'ai été élevée à un moment de ma vie dans les Pyrénées et j'ai gardé les vaches. J'ai eu beaucoup d'animaux du monde agricole. Et donc, j'adore les animaux. Et après, il y a eu Première Compagnie en Guyane. Et là,
C'était surréaliste parce que la Guyane, pour ceux qui ont la chance d'y être allés, ils comprendront de quoi je parle. Quand vous sortez de l'avion, il y a la forêt qui vous appelle et qui vous dit viens, viens. Il y a quelque chose qui vous attire, qui n'est pas démoniaque, mais qui est comme un envoûtement. Et donc, c'était de travailler en Guyane, ça a été merveilleux. J'ai beaucoup de tendresse pour la Guyane. Ah, il y a eu la première compagnie, il y a eu aussi la 7e compagnie de Robert Lamoureux, ce qu'on ne sait pas, et ça ressemble un petit peu au Loft. Quand il a proposé ce sujet, personne n'en voulait, aucun producteur n'en voulait. Vous ne pouvez pas le monter au théâtre. Résultat, 4 millions d'entrées. Quand il a enfin trouvé un producteur. Ah bah ouais, Mais vous savez, celui qui a inventé la télé-réalité, et je l'ai découvert assez récemment, c'est Jacques-Antoine. Vous le connaissez bien. Bien sûr. Pourquoi je suis tombée... Jacques-Antoine, qui a été le créateur de Fort Boyard et d'énormément de jeux, entre autres de jeux à la radio, le Schmilblick et tout ça. Et il s'avère que Jacques-Antoine, je suis tombée sur des écrits à la main de lui où il envoie un courrier manuscrit à l'époque, je ne sais plus quel était le président de TF1, en lui disant, tu sais, la fiction est trop chère, il faut inventer une sorte de fiction avec des vrais gens qu'on suivrait tous les jours et ils habiteraient tous ensemble quelque part. On est à l'époque en 98 quand il écrit cette lettre. Mais il a tout inventé, Jacques-Antoine. Il a tout inventé. Les premières émissions, le Schmilblick, c'est la chose sur Radio Luxembourg avec Pierre Bellemare et Jacques Bénétin. C'est lui qui l'a inventé. Non, mais il était incroyable. Il a travaillé avec Guy Lux là-dessus énormément de temps. Mais pour moi, c'est un. Enfin, quand j'ai pris la direction de la société qu'il a créée, donc Adventure Line Productions, qui produit actuellement Fort Boyard et Koh-Lanta, j'ai regardé le documentaire qui a été fait sur lui. J'ai rencontré son petit-fils. C'est quelqu'un dont je me suis imprégnée parce qu'il avait une forme de folie. Et c'est très inspirant. Rien n'était inaccessible. Et d'ailleurs, c'est lui qui a signé le fort. Oui. Acheter le fort. Quand même, il faut le faire. Il faut être très courageux. On va en reparler justement tout à l'heure. Et puis, il y a une date importante aussi pour vous, qui est le 31 octobre 1995. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Alexia Laroche-Joubert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alexia Laroche-Joubert. Alors, vous interrogez sur le 31 octobre 1995. C'est la sortie de ce film, écoutez. Tu sais ce que je voulais faire? Je voulais qu'on Le vienne Garçu, au manger. début au cinéma. Car vous avez fait du cinéma, Alexia Laroche-Joubert. Non. Alors, l'histoire est improbable. Je croise Piala. Il tombe sous le charme probablement de cet ado que je suis. Je dois avoir 25 ans. À l'époque, j'avais une tête d'ado. Hein. Et il va me proposer un rôle avec Depardieu. Dans un film qui est un film très important dans sa carrière, puisqu'il s'était fâché avec Depardieu après Satan. Oui, il s'est fâché avec tout le monde, de toute façon. Oui, il s'est fâché avec tout le monde. Et il se retrouvait sur Le Garçu, qui était un peu inspiré justement de la vie de Piala. Et donc, je me retrouve là-dessus. Et sincèrement, je me suis dit que ce métier, je ne ferais jamais ce métier. Parce que j'ai détesté ce métier. J'ai eu l'impression qu'on me volait quelque chose, plutôt que... je n'avais pas du tout le sentiment de donner quelque chose. En revanche, d'avoir eu la chance d'avoir Depardieu qui me donne la réplique, cet homme tout de suite m'a embarqué, m'a fasciné. Cet ogre de générosité et à la fois d'excès. Voilà, je suis une fan de Depardieu. Oui, d'ailleurs, le cinéma, c'est Claude Darget, pionnier de la télévision, qui avait dit un jour, le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour 1 minute de génie. Et oui, mais d'ailleurs, Piala avait cette technique dont Sandrine Bonner a fait les frais, qui était assez violente avec les comédiennes. Moi, je me rappelle, il y avait 2 grandes comédiennes qui étaient là, Géraldine Pellas et Fabienne Bab, et il avait décidé de très gentil avec Géraldine et très méchant avec Fabienne. Et en fin de compte, il titillait comme ça les comédiennes pour leur faire sortir des émotions, mais c'était un peu à leur insu, je trouve. Oui, et puis il se cachait lui-même, il ne parlait pas de son enfant, de tout ce qu'il avait. C'était un personnage bizarre. Alors, vous, on va vous découvrir au cinéma, mais à la télé beaucoup plus tard, grâce à cette autre émission mythique. Amour, haine, amitié, rivalité. Star Academy. Et Star Academy, ce sont vos débuts à l'écran, finalement. Ouais, complètement accidentellement. En fait, quand je m'occupe de la production de cette émission, on cherche un directeur ou une directrice. Je contacte des directeurs et des directrices à la retraite. Je contacte des comédiens et là, je me dis, ça n'a pas de sens. Et puis, d'un seul coup, Étienne Moujotte, qui était le grand patron de TF1, dit à Stéphane Courby, enfin, la petite là qui produit, là, elle a qu'à faire la directrice. Au final, c'est la même chose.
Ah bah alors j'ai dit bah oui, en fait compte ça doit être la même chose. Et Voilà. ça a démarré comme ça. Et l'idée est venue, je crois, en Hollande. Vous avez vu une émission qui s'appelle Star Maker. Oui, en fait, quand je suis en Hollande, à l'origine pour Love Story, et en quittant le studio de Big Brother, qui est donc l'émission de référence de Love Story, je passe devant un autre studio et je rentre dans le studio et là, je vois ce qui devait être une star hollandaise au piano avec des gamins. Et je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, c'est très sympathique. Et quand je rentre en France, je dis à mon patron, bah, j'ai vu un programme qui est assez sympa. Visiblement, c'est un échec en Hollande, ça n'a pas du tout marché. En revanche, l'ambiance est sympa. Et c'est comme ça qu'a démarré Star Academy. Ces jeunes faisaient un bœuf et on ne sait pas assez que l'origine de faire un bœuf, ça vient du bœuf sur le toit, cabaret des années 30, où les musiciens se retrouvaient à minuit et improvisaient sur scène et ils faisaient un bœuf. C'est comme ça que c'est né. Génial. J'adore, c'est une des rares émissions où on apprend plus qu'on ne dit quasiment. Oh non, il y a beaucoup de choses que vous m'apprenez. Alors, il y a une chose très importante, c'est ce château. Car ce château, ça a été le déclic et l'âme de Star Academy, Alexia Laroche-Joubert. Bah oui, d'ailleurs, ça a été ma grande tristesse quand j'ai quitté la production, et parce que je quittais la société de production, je leur ai dit ne touchez pas au château. L'année d'après, ils ont déménagé à Paris et ça a été la fin du programme. Le château, on cherchait un espace de vie pour les gamins et on arrive dans ce château et là, je regarde ce château et je me dis, c'est un peu, vous savez, comme les border schools, les pensionnats anglais. Et il y avait surtout quelque chose qui était très pratique, c'est qu'il fallait qu'on puisse filmer tous les gamins sans qu'ils voient les caméras. Et donc on a enlevé toutes les fenêtres du château et on les a remplacées par ce qu'on appelle des vitres sans teint avec des caméras derrière. Ce qui fait que si vous regardez bien l'image, vous avez une double façade dans le château. Vous avez deux premières tourelles et deux autres tourelles qui complètent le château et qui sont en fin de compte ce qu'on appelle le caméra run, là où sont les caméras. Oui, et la première glace sans teint, c'est à la radio, à RTL, où Ménie Grégoire, dans les années 70, avait inventé une émission de psychologie. Elle était derrière la glace sans teint et dans le studio, il y avait ceux qui étaient les candidats ou les patients. Alors non, c'est pas la première glace sans teint. Enfin, la première télé-réalité qui aurait pu se faire derrière une glace sans teint, c'est la dernière rencontre entre Louis XVI et Marie-Antoinette qui s'est faite. Alors, je ne sais plus si c'était à la conciergerie, mais les gens payaient pour assister. Eh ben, merci de me l'apprendre. Alors, il faut dire aussi que ça se passe à Damary-les-Lys, près de Paris. Et le maire adjoint à la culture de Damary-les-Lys pendant 2 ans, ça a été Didier Lockwood. Ah, ça, je savais pas. Eh oui, il a créé le Centre des musiques et il avait une maison là-bas. Oh, mais Avant- on l'a jamais reçu en plus. Eh ben voilà, c'est un peu tard malheureusement. Oui, ça c'est un peu. Maintenant, c'est un peu tard. Mais il y a 20 ans, c'était encore bon. Exactement. Alors, il y a eu aussi Nikos. Et Nikos, vous l'avez découvert, là aussi, ça a été la chance de sa vie. Alors, Nikos, plus exactement, c'est Guillaume de Vergès, qui était l'un des patrons de TF1, qui un jour nous appelle. On cherchait un animateur pour ce programme et il nous parle de Nikos. Alors, on me dit Nikos, tu veux dire le grec qui est chez Christine Bravo, là, qui fait une petite chronique sur la Grèce? Et on nous dit, bah oui, et on y croit beaucoup. Alors on le rencontre, on est charmé par lui, mais on a appris, autant lui que nous, la télévision, en faisant Star Academy. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes 2 jeunes et que ça a marché. Je crois que vous avez même occupé la même loge pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai eu la chance de pouvoir, parce qu'il le dit, hein, c'est pour ça que je peux le dire maintenant, il ne porte que des slips rouges. Enfin, quand il a comment dire, il est, vous savez, les gens qui croient en des choses, là, il est, voilà. C'est une sorte de talisman. Oui, c'est sorte, superstition. il est superstition. Et il ne porte que des slips rouges les jours de direct. Et donc, ça a été merveilleux. C'est un grand frère pour moi, Nikos. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Sa timidité est incroyable. Hors de l'antenne, c'est quelqu'un d'extrêmement timide. C'est quelqu'un d'incroyablement bien élevé et extrêmement gentil. Et moi, je vous dis, c'est un grand frère. Alors, la Dirlo, comme à l'école, vous auriez pu faire une institutrice, c'était pas évident parce qu'il fallait non seulement s'occuper des élèves, mais aussi que tout aille bien, comme à l'école, comme un pensionnat. Ce qui est drôle, c'est que d'une certaine façon, déjà, j'avais quasiment l'âge des élèves. Donc, il fallait. D'ailleurs, il y avait eu des plaintes des téléspectateurs auprès de TF1 en disant bon, enfin, comment voulez-vous qu'une ado gère des ados? Et donc, j'avais dû me mettre des tailleurs pour essayer de me vieillir un peu. Et c'est vrai que ce qui était plus compliqué, c'était à tout casser, gérer les profs. Parce qu'en fait, quand ils voulaient avoir plus de temps pour enseigner, ils voulaient enseigner des choses dont on n'est pas complètement d'accord. Et puis, ils se tiraient la bourre sur les élèves. Puis, il y avait les chouchous des uns et ceux qui n'étaient pas aimés par les autres. Et puis, l'inverse était vrai. Enfin, voilà. Donc, tout ça était une vraie école. Oui, et c'est panique dans la chambre aussi quand rien n'était rangé. Oui, ça, j'aimais beaucoup. Parce que je suis très ordonnée. Donc, ça me mettait hors de moi. Voilà. Mais vous avez un côté autoritaire d'ailleurs, derrière le sourire, et qui a toujours été important pour vous, parce qu'une femme dans cet univers qui dirige tant de choses, c'est pas évident. Oui, alors, oui, je suis autoritaire, ça c'est sûr. Je pense que heureusement, je me suis un peu adoucie. J'ai eu une vraie erreur de management au début de ma carrière, c'est que j'avais l'impression que tout le monde allait aussi vite que moi.
Il faut savoir qu'un bon manager, c'est celui qui n'oublie pas les gens sur le quai. Et malheureusement, j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Depuis, je me suis améliorée. Mais c'est vrai que je suis un petit peu autoritaire. Disons que j'aime bien, je suis collégiale. Mais enfin, il y a un moment, il faut bien prendre la décision. Ben oui, alors vous êtes parfois angoissé, mais le moment le plus heureux pour vous, c'est quand vous étiez à l'antenne pendant le prime, parce que là, vous étiez hors de la régie. Alors là, c'était fantastique parce que je savourais le plaisir de regarder ces gamins et ces grands artistes interpréter des tubes de l'époque. Mais l'endroit où je suis le plus heureuse, c'est pire que ça. Je vais vous faire une confidence, c'est dans les avions. C'est le Paris-Tahiti. C'est-à-dire quand je rentre dans l'avion et je me dis, oh là là, ils vont fermer les portes, je ne suis plus maître de rien, plus personne ne peut me contacter, je peux dormir et manger en regardant des films. Oui, je crois que ça dure 26 heures, le Paris-Tahiti. Ouais, c'est ça, 22 heures plus les 4 heures, en effet, les 4 heures d'attente. Alors, il y a aussi les angoisses des artistes. Bon, je crois que Puff Daddy a failli sortir avant même le tournage, car il était impossible. Mais Puff Daddy, à un moment, c'est pas possible. Quand les stars américaines pensent qu'elles sont seules au monde, et alors qu'il y avait d'autres artistes qui devaient répéter, il n'est jamais descendu de sa loge, ou très tardivement. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai dit tout Puff Daddy soit-il, il s'en va et puis on n'en entend plus parler, quoi. Madonna, ça n'a pas été facile non plus. Non, Madonna, elle est partie sans dire au revoir. Ah. Elle était vexée parce que Kamel avait balancé de la poussière bleue sur la scène et qu'il fallait prendre le temps du nettoyage. Carrément. Oui. Quand on pense que sa première audition à Paris avec Patrick Hernandez, c'était pour être danseuse, qu'elle a chanté Jingle Bells, qu'elle a été engagée. Et d'ailleurs, on a encore, derrière Patrick Hernandez, on entend encore Madonna. Voilà. Elle a fait les chœurs. Elle a fait les chœurs. Et ensuite, un jour, elle était à Paris, ça marchait pas. Elle a pris un billet d'avion aller-retour. Et puis, elle est restée à New York. Alors, il y a eu aussi toutes ces générations de chanteurs, parce que franchement, que ce soit Jennifer, Olivia Ruiz, Nolwenn Leroy et beaucoup d'autres, ils vous doivent tout. Oh, ils doivent tout à leur talent, hein. Oui. Avant toute chose. Mais sans Star Academy, ça aurait peut-être pas existé. Alors peut-être que le chemin aurait été plus long, soyons honnêtes. Surtout, enfin, les premières saisons ont tellement été un succès que le flash qui était donné sur leur actualité, évidemment, faisait qu'ils avaient déjà l'audience avant même d'avoir l'album. Donc c'était un petit peu dans l'autre sens. Mais ils avaient un talent certain et aussi divers qu'une Olivia Ruiz, qui a un timbre et un registre chanté très différent que de celui de Jennifer, qui est plus variété. Donc c'est ça. Là, j'ai fait une émission avec Quentin Morchiman. Quentin, qui maintenant est l'un des plus grands DJ au monde. Donc c'est comme quoi, hein. Comme quoi la télévision mène à tout. Je me suis un peu renseigné, la première émission qui ressemblait à Star Academy, ça s'appelait le Musical des Jeunes, de Jacques Canetti sur Radio Cité en 1935. Et les lauréats ont été Édith Piaf, la môme, Charles Trenet et André Claveau. Ah non, mais merveilleux. Vous savez quoi? Je pars avec vos notes parce que je vais pouvoir ressortir ça dans les autres interviews où on me dira que j'ai tout inventé. Je dis pas du tout. Il y a des gens bien plus connus qui ont fait tout ça avant. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qu'on connaît peu, c'est une émission que vous avez fait sur Equidia, sur le cheval, car ça, je crois que c'est une passion aussi. Ouais, c'est une vraie passion. J'ai eu la chance, en fin de compte, de trimballer mes guêtres dans le milieu équestre, où j'ai travaillé pour Equidia, ce qui m'a permis de rencontrer l'équipe de France, en l'occurrence olympique, et les grands cavaliers internationaux. Et ça, voilà, le cheval était ma passion, et j'en dis avec beaucoup de tristesse, parce que j'ai emmené, il y a 3 semaines, mes chevaux à la retraite. Mes 2 chevaux ont 20 ans. Respectivement, enfin 20 ans et 20 ans. Et donc là, il coule de beaux jours dans le Berry, qui est un endroit que je connais bien parce que j'y ai vécu. Et donc voilà, ils sont dans le Berry maintenant. Et en même temps, c'est étonnant parce que Star Academy, c'est une chose et Equidia, c'est autre chose. Vous vous passionnez pour les destins hors normes aussi, parce que tout vous intéresse, Alexia Laroche-Joubert. Ça me vient vraiment, je dois le dire, de mon père, qui a une curiosité insatiable. Et ce qui m'intéresse profondément, c'est les gens. Et la chance que j'ai dans le métier que j'exerce, c'est la rencontre avec des gens que je n'aurais pas été amenée à rencontrer. Par exemple, pour parler des castings de Koh-Lanta, c'est des gens qui viennent de la France entière, de tout milieu socio-culturel, de tout âge. Et ils ont des vies passionnantes. Et j'ai la chance de pouvoir leur parler à ces moments-là. Et pour moi, c'est un cadeau que de rencontrer tous ces gens. Mais il y a eu une émission, Ma drôle de vie, je crois que c'était sur des destins hors normes, sur TMC, ça aussi, ça vous a passionné. C'est pas des émissions aussi fortes que les autres, mais c'est plus important pour vous presque.
Parce que ça raconte, comme ce que j'ai fait longtemps sur Europe 1, ça raconte en effet des gens qui ont une vie hors norme, souvent des cas de résilience. Je pense que les exemples de résilience sont importants et permettent de donner des espoirs à d'autres. Donc oui, j'aime ces parcours de vie. Voilà, j'adore ça. Voilà. Et vous-même, vous avez un destin hors norme. Et on continue à en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 13 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexia Laroche-Joubert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alexia Laroche-Joubert. Alors, 13 octobre 2021, depuis ce jour-là, on vous appelle Madame la Présidente à cause de ceci. Alors, Star Academy, Koh-Lanta et tout le reste, et maintenant Miss France. Vous n'arrêtez pas. Oui, et en plus, je suis très, très, très heureuse d'avoir la chance de faire ce programme. Je travaille évidemment avec Sylvie Tellier et quelqu'un qui est fantastique, qui est un homme de l'ombre qui s'appelle Frédéric Gilbert, qui est le producteur de l'émission. Parce que j'ai eu la chance, à l'époque de Geneviève de Fontenay, de travailler 2 années de suite sur ce programme. Et ça a été mon coup de cœur. Ça a été, comme je dis, je dois beaucoup à ma carrière. Enfin, peu de gens le savent, mais ma carrière doit beaucoup plutôt à ce programme-là. Je pense que c'était trop compliqué pour moi d'avoir que des aventuriers sur une île déserte avec du poil aux pattes et qu'il me fallait de la féminité, des couronnes et des robes à paillettes. Voilà, donc présidente de Miss France, et Miss France, c'est une tradition. On ne peut pas imaginer une émission de télé qui ne serait pas Miss France à la fin de l'année. Oui, et puis ce qui est fantastique, c'est que elle prend sa ramification comme un arbre, comme un vieux chêne dans toutes les régions de France. Et ce travail merveilleux qui est fait par les comités qui sélectionnent les jeunes femmes à travers la France entière permettent aussi à des jeunes femmes qui n'ont pas toujours les moyens de se rendre à Paris ou dans des grandes capitales, à côté de chez elles, de participer à quelque chose qui sera probablement un ascenseur social pour elles et leur permettra d'avoir une carrière plus tard. Alors, le concours a été créé par Louis Poirot, je recommence. Oui, le mari de Geneviève. Voilà, et qui s'appelle d'ailleurs Geneviève Poirot de Fontenay depuis 2007. Et à l'époque, on n'imaginait pas que ça deviendrait une émission de télévision. Non, les concours de beauté, en fin de compte, on a célébré le centenaire du concours de beauté. Et c'est vrai que Geneviève et son mari ont travaillé avant même que ça soit capté. Et d'un seul coup, la télévision s'est emparée de ce concours et en a fait maintenant l'un des plus gros succès de la télévision française. Mais au départ, il y avait 2 comités rivaux, je ne sais pas si vous le savez. Il y avait Guy Rinaldo à Marseille, qui se prétendait patron des Miss France, et il y avait Geneviève de Fontenay de l'autre côté. Et un jour, avec Philippe Bouvard, dans Samedi soir, on les a fait venir tous les deux, mais par 2 entrées différentes de la maison de la radio, et on les a fait entrer sur le plateau. Ça a été une bagarre générale. Ils ont même à l'époque téléphoné au président de la République pour faire interdire la séquence. C'était une bataille générale, ces 2 comités se détestaient. Ah non, j'étais pas au courant. Un comité de Marseille et un comité de Paris. Alors, heureusement, chez nous, les comités s'entendent bien. Et là, pour le coup, c'est une confédération. Voilà. Alors, en même temps, ce concours existe depuis longtemps. Vous avez décidé de le moderniser, Alexia Laroche-Joubert, et c'est important. Oui, parce que je pense que et on a souvent discuté de ça, on s'inscrit dans l'image de la femme moderne. Alors, il y a des choses qu'il faut conserver, parce que c'est quand même un concours de beauté, et puis il y a des choses qu'il faut faire évoluer, et je pense qu'ils ont été peut-être mal perçues aussi. Je le dis, mais le mot célibataire a été mal perçu. Il y a des choses, on pense par exemple que les rondes ne peuvent pas se présenter. Elles peuvent parfaitement se présenter, il n'y a pas de critères de poids. C'est comme on m'a dit, c'est marrant, j'étais avec la ministre Elisabeth Moreno à midi, et elle me demandait, mais est-ce que les transsexuels peuvent se présenter? Je lui dis, on ne se pose pas la question. À partir du moment où vous avez un état civil féminin, évidemment, vous pouvez vous présenter. Donc, il y a des tas de choses à faire évoluer. Là, comme je l'ai dit, elles auront des contrats de travail. Donc, c'est ça qui est une première. Ah oui, ce qui est une première. Je pense qu'on s'inscrit, et avant moi, ça avait déjà été fait, mais on s'inscrit vraiment dans l'époque. Et c'est vrai que j'ai une patte. Je suis réputée pour être une patte assez moderne et surtout une patte assez féministe, quand même, disons-le. Alors, l'émission, je crois, c'est le 11 décembre à Caen, une soirée où il y aura donc toutes les sélectionnées. Et parmi les sélectionnées, c'est pas des Miss Pot de Fleurs, parce que j'ai vu que Miss Pays de la Loire voulait devenir pilote de ligne, Miss Auvergne était médecin depuis 1 an, et Miss Picardie, sapeur-pompier.
Exactement, mais ça c'est toute la diversité des femmes maintenant et c'est pour ça que c'est important parce que à travers elles, c'est aussi des jeunes filles qui peuvent à la fois embrasser des carrières prestigieuses et à la fois se dire assumer leur féminité. Et je cite souvent Clémence Boutineau qui a été Miss France en 2020 qui dit je n'ai jamais été aussi fière que quand j'ai porté cette couronne et ça m'a donné une confiance en moi qui a été énorme. Et je remercie Miss France de m'avoir donné cette confiance. Et il y a une évolution. Moi, je me souviens dans les avions, quand je croisais Geneviève de Fontenay avec la Miss qui était habillée avec tout ce qu'il fallait, elle était toute timide dans son coin. Ça a évolué, ça aussi. Oui, alors je pense que les femmes ont évolué. Les réseaux sociaux participent aussi au fait qu'elles s'émancipent, qu'elles apprennent à parler, qu'elles reprennent la maîtrise de ce qu'elles sont elles. Et tant mieux, et on en est très contente. Et c'est la diversité de ces femmes-là qu'on met en avant le soir de l'élection. Et le test de culture générale, parce que ça, c'est important aussi. Oui, alors c'est marrant parce que j'ai ma fille de 19 ans qui est universitaire au Canada, qui l'a passé, qui m'a dit dis-moi maman, c'est pas si facile que ça. Et donc c'est vrai que je pense qu'une Miss France, elle est complète. Elle va représenter la France, évidemment dans ses régions, mais aussi quelquefois à l'international. Là, en l'occurrence, Clémence part pour Miss Univers et la petite Ariel Benayoum pour Miss Monde, Oui. Voilà, c'est la bonne répartition. Donc elle représente la France et donc il faut qu'elle sache s'exprimer et qu'elle soit quand même au fait de l'actualité des sujets qui concernent les Français. Voilà. Et ça veut dire beaucoup de travail aussi. Le choix est difficile. Et après les voyages, vous irez dans ces voyages, vous qui aimez l'avion? Non, ça, Sylvie Tellier est à La Réunion au moment où je vous parle avec les 29 Miss qui concourent cette année. Non, moi je fais partie des besogneuses et voilà, et je reste à Paris. Et besogneuse qui encaisse les coups. Je crois que vous avez fait une véritable armure pour justement ne pas céder quelquefois à toutes les polémiques parfois ridicules que vous subissez, Alexa. Oui, ça va que je travaille sur des programmes qui suscitent alors heureusement l'attrait, mais également la polémique. Donc j'ai fait attention, c'est quelque chose qu'on dit souvent avec Stéphanie Clément, la directrice de la com qui m'accompagne là aujourd'hui, à nos aventuriers, ne regardez pas les commentaires sur les réseaux sociaux, et je conseille à tous, voilà, que vous parliez, que vous exprimiez très bien, vous n'êtes pas obligé toujours de regarder les commentaires, parce que quelquefois c'est le fait de personnes qui ne sont pas très bien intentionnées. Oui, et même de personnes qui font plus de fautes d'orthographe que vous à l'école. Oh, ça, je ne suis pas sûre. C'est presque certain. Jean-Pierre Foucault sera de l'aventure, bien entendu. Bah évidemment, mon Jean-Pierre. On avait fait ensemble une très jolie émission, Sortez-moi de là, avec Christophe de Chavannes et le grand quiz ensemble, où j'étais animatrice avec lui. Mais c'est vraiment un garçon qui sait tout faire, qui a toujours été gentil toute sa vie. Ah oui, et puis il incarne Miss France. Je crois que c'est sa 23e année. Oui, et il ne fait plus que ça maintenant. Il fait de l'auto aussi. Oui, mais Oui, et puis surtout, il est à Carry-le-Rouet. oui, il est tranquille. Donc voilà, il savoure sa vie. Voilà, et il a tellement travaillé à Radio Monte-Carlo pendant des années. Il était le matin à 8h30 à l'antenne. Exactement, et on partage ce point commun, puisque moi j'ai commencé aussi ma carrière, vous n'en avez pas parlé, mais à TMC, Oui. à Télé Monte-Carlo. Si, avec des petites émissions TMC où il y avait le journal qui était présenté tous les soirs à 6h. Il y avait une cravate et le journaliste mettait sa cravate pour aller présenter le journal. Ah, c'est génial. Et alors, pour l'histoire, dans Télé Monte-Carlo, comment j'ai rencontré Nikos la première fois, parce que ça, je ne l'ai jamais dit, il faisait, lui, Télé Lyon. Il était journaliste du JT à Télé Lyon et on faisait un décrochage pour prendre le JT de Télé Lyon sur Télé Monte-Carlo. Et voilà comment tout commence. Alors, cette année, je crois qu'il y aura un thème, c'est les comédies musicales. Exactement. Alors ça, vous y connaissez, Jacques, hein, Un petit peu. en comédie musicale. Je peux vous dire, parce que ça a été annoncé, on va démarrer avec le Roi Lion. Oui. Et ce qui est magnifique, on va avoir de magnifiques gospels qui vont se présenter. Et c'est vraiment la fête Miss France. C'est-à-dire que les Miss, évidemment, défilent, mais autour d'elles, c'est le plus grand spectacle de la télévision française. Et c'est pour ça aussi qu'on réunit toute la famille, c'est qu'on rêve à l'approche de Noël. Et ce qu'on ne sait pas toujours, Alexia Laroche-Joubert, c'est que les comédies musicales de Broadway sont nées à Paris. En 1910, Florence Ziegfeld vient à Paris, va aux Folies Bergères, voit le spectacle, et dit je vais monter le même à Broadway. Et c'est comme ça que c'est né. Ah bon? Oui. Ah, c'est génial. Donc Paris est l'inventeur de la comédie musicale à Broadway. Ils nous ont tout piqué, hein, ces Exactement. Américains. Alors, il y a Miss France, mais il y a aussi Koh-Lanta, il y a Fort Boyard. C'est-à-dire, vous faites tout en même temps, et ça aussi, ça vous passionne.
Oui, alors j'ai quand même la chance maintenant de diriger des gens extrêmement compétents qui sont à la tête de tous ces programmes et sur lesquels je peux me reposer. Non, ce qui est la chance que j'ai, c'est de travailler sur des programmes qui sont très diversifiés et très complets. Et surtout qui sont familiaux. Moi, je pense que je sais parler au plus grand nombre et je sais parler populaire. J'ai jamais été une intellectuelle. Je me suis jamais pincé le nez dans justement nos provinces et à parler et à amuser les gens. Moi, voilà, je suis là pour les divertir. Je fais peut-être pas des programmes très intelligents. On a pu m'accuser même d'abrutir le téléspectateur quelquefois, mais en fin de compte, je veux juste les faire rêver et les faire décrocher quelquefois de la difficulté de la vie. Et puis vous avez une qualité de plus en plus rare. D'abord, c'est des formats que vous trouvez. Et en plus, vous avez l'instinct du public. Parce que fondamentalement, je me considère, je suis quelqu'un qui regarde la télévision. J'aime la télévision et donc je la savoure. Donc je pense que voilà, je suis comme n'importe quelle personne devant son téléviseur. Est-ce que vous regardiez Fort Boyard avant de le présider? Oui, pire que ça, j'ai même été candidate. Et d'ailleurs, j'étais une candidate assez moyenne, sauf que j'ai fait des choses. Vous savez, quand on vous balance là, Oui. au milieu du fort, là, c'est atroce. Non, j'ai beaucoup regardé toutes ces émissions-là. Et franchement, il y en a. Alors, il y en a une que j'aimerais bien faire, évidemment, c'est Danse avec les stars. Mais enfin, bon, voilà. On peut pas tout avoir. Voilà, mais Fort Boyard, quand ça a commencé, Jacques-Antoine, on l'a traité de dingue, parce que sa femme lui dit, il faut arrêter tes conneries, ça marchera jamais. Et aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Oui, alors on a la chance de produire Fort Boyard, parce que là, pour le coup, c'est notre société qui nous en occupons, pour la Russie, par exemple, où la Russie, c'est le programme le plus vu en Russie. C'est fou, hein. Donc, je ne devrais même pas le dire, mais Poutine dans la même cité. C'est parfait. Pour revenir à Jacques-Antoine, il y a une chose qu'on ne sait pas sur lui, c'est qu'il était fou. C'est-à-dire qu'il était capable, par un coup de colère, de casser une pipe qu'il était en train de fumer. Et il y a une anecdote qu'on m'a un jour rapportée. Il est en voiture sur les Champs-Élysées, il y a un policier qui veut l'arrêter en disant il faut faire ceci ou cela. Il dit écoutez, débrouillez-vous. Il lui a donné les clés de la voiture et il est parti à son bureau à pied, il avait un rendez-vous. C'est ce que je vous dis, sa folie était créative et il avait, voilà, et c'était un personnage incroyable. Et c'est marrant que vous me parliez de sa pipe parce que son petit-fils m'a offert l'une de ses pipes qui trône dans mon bureau. Alors, Miss France, Fort Boyard, Koh-Lanta et l'avenir maintenant. Oh, alors, je suis pas quelqu'un qui... Je vis assez au jour le jour et j'ai beaucoup de travail là. Donc je vais déjà essayer de bien faire ce qu'on m'a confié. Parce que c'est une lourde responsabilité. Là, par exemple, on va remettre au goût du jour Belle toute nue. Et c'est intéressant parce que c'est un programme qui est dans l'époque, puisque c'est du body positif. Oui. Et c'est très inclusif. Donc voilà, c'est d'autres programmes que je fais avec beaucoup de plaisir. Et comment on fait pour combiner une vie familiale, vous avez des enfants, et ce travail immense, parce que vous gérez un patrimoine? Alors, probablement on sacrifie un peu sa vie familiale. Je pense que c'est difficile quand même pour les femmes de tout faire de front. Donc moi, j'ai un peu sacrifié ma vie familiale en disant toujours à mes enfants, s'il y a le moindre souci, en revanche, vous redevenez ma priorité. Voilà. Et j'ai la chance de travailler avec deux nounous. Enfin, l'une est partie à la retraite, mais une nounou depuis 17 ans, à qui je dois probablement l'excellente éducation de mes enfants. Et revenir à l'antenne? Ça a été merveilleux. J'ai décidé, moi, d'arrêter. Je suis très contente d'être présidente de société. Écoutez, on est très content pour vous et surtout continuez comme ça. Les Miss France, donc le 11 décembre sur TF1 à 20h, à 21h, je crois, quelque chose comme ça, avec une soirée bien sûr qui sera vue par des millions de spectateurs, et puis Koh-Lanta, et puis Fort Boyard et tout le reste. Oui, ben voilà. Bon, bah écoutez, Plein de rendez-vous avec le téléspectateur. eh ben merci d'avoir pris le temps de venir dans les clés d'une vie, et vous revenez quand vous voulez, car on est comme vous à Sud Radio, nous parlons vrai. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez surtout fidèles à l'écoute de Sud Radio.